Les brumes s'accrochent aux champs vallonnés d'Irlande tandis que des ombres se déplacent silencieusement à travers la haie. Une colonne volante isolée de l'armée républicaine irlandaise parcourt la campagne, les bottes étouffées sur la terre humide, les fusils en bandoulière et les yeux aux aguets. Le tintement lointain des cloches d'église marque le passage des heures. La fumée s'élève paresseusement des cheminées, mais derrière les portes closes, une autre forme de tension couve. Dans les villes et les villages, les casernes de la police royale irlandaise sont sous surveillance attentive. Les sentinelles font les 100 pas, fusils à la main. Un symbole d'un État à la fois présent et contesté. Le long de ponts étroits en pierre, les camions britanniques cahotent et grincent, leurs moteurs résonnant à travers les vallées fluviales. Les soldats en uniforme à l'intérieur sont un rappel constant de l'autorité et de l'occupation. Pendant ce temps, dans des salles bondées à Dublin, les politiciens se disputent et négocient. L'air chargé du poids des décisions qui façonneront le destin d'une nation, alors que des voix passionnées s'affrontent sur la signification de la loyauté, le prix de la liberté et la vision d'une île encore inachevée. Ici, dans ce paysage tendu, chaque pas peut être périlleux, chaque choix lourd de conséquences. La lutte ne se limite pas aux champs de bataille. Elle imprègne les rues, les foyers et même l'esprit de ceux qui en sont témoins. Des deux côtés, les forces de la couronne britannique et les révolutionnaires irlandais commettent des actes de violence, d'intimidation et de représailles. Des communautés entières portent les marques de ces affrontements et des histoires de bravoure, de terreur et de perte sont gravées dans la mémoire collective. Certaines de ces actions sont célébrées, tandis que d'autres sont condamnées. Pourtant, presque toutes restent des sujets de débat et de réflexion, leurs échos continuant de résonner un siècle plus tard. Les années de 1919 à 1923 sont une étude de contraste. Deux guerres liées mais distinctes se déroulant sur exactement le même territoire. La première, une lutte pour l'indépendance, voit des groupes de guérillas défier la puissance d'un empire, chaque escarmouche rapprochant le rêve de l'autonomie tout en imposant un lourd tribut humain. La seconde est une guerre sur la signification que devrait avoir cette indépendance, opposant d'anciens camarades les uns aux autres et déchirant le tissu même de la société avec des questions de loyauté, de principes et d'avenir pour l'État naissant. Au cours de ces années, l'Irlande est une nation prise entre l'espoir et la violence, entre l'unité et la division, une terre définie autant par ses luttes que par son peuple. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous explorons l'histoire de l'indépendance chèrement acquise de l'Irlande. Bienvenue sur Guerre du Monde. Avant 1914, l'Irlande restait politiquement liée à Westminster, sa gouvernance étant dirigée depuis Londres. Pourtant, les tensions politiques montaient. Le parti parlementaire irlandais, sous la direction de John Redmond, avait passé des décennies à réclamer l'autonomie, une forme limitée d'autogouvernement au sein du Royaume-Uni. À l'été 1914, la loi sur le gouvernement de l'Irlande, connue sous le nom de troisième projet de loi sur l'autonomie, avait été adoptée et l'Irlande était sur le point d'obtenir son propre parlement à Dublin. Mais la mesure était farouchement opposée en Ulster, dans le nord de l'Irlande, où une majorité protestante et unioniste craignait d'être dominée par un parlement nationaliste catholique. Leur résistance ne se limitait pas non plus à des discours ou à des pétitions. En 1912, près d'un demi-million de personnes avaient signé le Covenant d'Ulster, s'engageant à s'opposer à l'autonomie par tous les moyens nécessaires. L'année suivante vit la création de la Force volontaire d'Ulster, une organisation paramilitaire dont les membres s'entraînaient ouvertement.
En 1914, la Ulster Volunteer Force réussit à faire passer en contrebande plus de 24 000 fusils et des millions de cartouches en Ulster lors de ce qui est devenu connu sous le nom d'opération de contrebande d'armes de l'âne. Les nationalistes réagirent de la même manière en formant les volontaires irlandais qui étaient déterminés à faire en sorte que l'autonomie soit mise en œuvre. Il semblait que l'Irlande était au bord d'un conflit interne. Mais avant que des affrontements ne puissent avoir lieu, le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 allait brusquement changer le paysage politique. La mise en œuvre de l'autonomie a été reportée pendant toute la durée de la guerre. Mais Redmond a exhorté les volontaires irlandais à soutenir l'effort de guerre britannique, croyant que la loyauté et l'engagement en temps de guerre seraient récompensés par l'autonomie en temps de paix. Les volontaires étaient divisés sur l'appel aux armes. Ceux qui ont suivi Redmond sont devenus les volontaires nationaux, tandis qu'une minorité a conservé le nom de volontaires irlandais et a maintenu son engagement en faveur de l'autonomie de l'Irlande. Au total, plus de 200 000 Irlandais ont servi dans les forces britanniques pendant la guerre, issus de tous les horizons politiques et confessionnels. De nombreux anciens volontaires d'Ulster ont rejoint la 36e division d'Ulster, tandis que les nationalistes ont rempli les rangs des 10e et 16e divisions irlandaises. Leur service a conduit ces hommes sur les champs de bataille meurtriers des grandes campagnes de la guerre. En 1915, la 10e division irlandaise a débarqué à Gallipoli, affrontant non seulement les positions ottomanes retranchées, mais aussi la fièvre, la maladie et la chaleur étouffante. Un an plus tard, le 1er juillet 1916, la Somme allait devenir un creuset de dévastation pour les forces britanniques, connu comme le jour le plus sanglant jamais enregistré dans l'histoire militaire britannique. Pour leur part, la 36e division d'Ulster fut prise dans le bain de sang, subissant des pertes dévastatrices lors de leur assaut contre la redoute de Schwaben. Rien que le premier jour, ils ont subi environ 5000 pertes, dont environ 2000 morts. Sur tout le front occidental, des Irlandais, issus à la fois de milieux nationalistes et unionistes, ont enduré des tirs d'artillerie incessants, la boue et la mort, laissant les communautés des deux côtés de la fracture politique pleurer le coût humain stupéfiant de la guerre. Alors que des dizaines de milliers d'Irlandais combattaient à l'étranger, la guerre à la maison a apporté des difficultés et des troubles. Les pénuries de nourriture et de carburant ont fait grimper les prix. Des conflits sociaux ont éclaté alors que l'inflation dépassait les salaires. Et en 1916, l'insurrection de Pâques a transformé l'ambiance politique. Le lundi de Pâques 1916, plusieurs centaines de républicains armés ont pris le contrôle de bâtiments importants à Dublin et ont proclamé une république irlandaise. La plupart de la population a observé les événements avec indifférence ou hostilité envers eux, considérant la rébellion comme mal choisie et imprudente, alors que des Irlandais mouraient en France. Les forces britanniques ont réprimé le soulèvement en moins d'une semaine, au prix de lourdes pertes civiles et de dégâts considérables dans la ville. Pourtant, c'est la suite des événements qui s'est révélée décisive. L'exécution des chefs de la rébellion au cours des semaines suivantes a suscité une vague de sympathie et d'indignation, transformant des hommes comme Patrick Pearse et James Connolly en martyrs de la cause nationaliste. Dans les dernières années de la guerre, la radicalisation politique s'est accélérée. Le parti politique Sinn Féin, qui n'avait joué aucun rôle direct dans le soulèvement, s'est vu attribuer à tort par beaucoup l'organisation de celui-ci. Le parti a adopté la cause républicaine, appelant à l'indépendance totale plutôt qu'à une autonomie limitée. À travers l'Empire britannique, des mouvements similaires prenèrent de l'ampleur. En Inde, en Égypte et dans d'autres colonies, les anciens combattants de retour et les dirigeants politiques invoquaient tous le principe de l'autodétermination que le président américain Woodrow Wilson avait défendu à la fin de la guerre. Au moment où les armes se sont tues en novembre 1918, l'Irlande avait changé de façon irréversible. Des dizaines de milliers de soldats irlandais étaient de rentrer chez eux, souvent blessés, sans emploi et en deuil de leurs camarades tombés au combat ou confrontés à un avenir incertain. Partout dans le pays, la guerre avait laissé sa marque. Des difficultés économiques, des pénuries alimentaires et des communautés marquées par la perte.
Beaucoup se sentaient désillusionnés par Westminster après avoir combattu et péri pour une couronne qui semblait lointaine et indifférente. Au milieu de ce sentiment de frustration, une atmosphère d'anticipation s'est installée, comme si l'Irlande elle-même retenait son souffle, les braises du changement couvant silencieusement prêtes à s'embraser. Les élections générales de 1918 ont marqué un bouleversement sismique dans la politique irlandaise. Organisées dans le sillage de la Première Guerre mondiale, elles ont vu le Sinn Féin remporter 73 des 105 sièges irlandais au Parlement britannique. Un résultat qui était à la fois un rejet du parti parlementaire irlandais et un mandat pour l'indépendance de l'Irlande. Notamment, le Sinn Féin a remporté 25 sièges sans opposition, reflétant sa domination dans les bastions nationalistes du sud de l'Irlande. Ce succès électoral n'était pas simplement une victoire politique. C'était un signal clair que l'électorat irlandais désirait rompre avec la domination britannique et aller vers l'autonomie. En réponse à ce soutien massif, les députés du Sinn Féin se sont réunis à Dublin le 21 janvier 1919 pour établir le premier Dáil Éireann, ce qui signifie Assemblée d'Irlande. Ce nouveau parlement révolutionnaire allait alors déclarer l'indépendance de l'Irlande, créant ainsi un gouvernement parallèle à l'administration britannique. Le programme démocratique du premier Dáil a présenté une vision d'une république fondée sur des principes démocratiques et la justice sociale, ouvrant la voie à une nouvelle ère politique en Irlande. En Irlande. Au même moment, les volontaires irlandais, qui avaient joué un rôle clé lors de l'insurrection de Pax 1916, se sont rebaptisés Armée républicaine irlandaise ou Armée républicaine irlandaise, sous la direction de personnalités telles que Cahill Brewer et Michael Collins. L'armée républicaine irlandaise a adopté une approche plus structurée et stratégique de la résistance armée. Leur objectif était clair, défier l'autorité britannique par la guérilla et affirmer la souveraineté irlandaise sur le terrain. La transformation des volontaires en armée républicaine irlandaise a marqué le passage de la résistance passive à l'insurrection active, préparant le terrain pour la lutte armée qui allait définir la guerre d'indépendance. Le premier acte significatif de cette résistance armée eut lieu le 21 janvier 1919, le même jour où la première Dáil s'est réunie. À Soloheadbeg, dans le comté de Tipperary, un groupe de membres de l'armée républicaine irlandaise a tendu une embuscade à 2 agents de la Royal Irish Constabulary, ou Royal Irish Constabulary James MacDonnell et Patrick O'Connell qui escortaient un chargement de gélignite. Cette embuscade a entraîné la mort des agents et la saisie des explosifs. Cet événement est largement considéré comme le début officiel de la guerre d'indépendance irlandaise, symbolisant le passage de l'agitation politique à la rébellion armée. L'embuscade de Soloheadbeg n'était pas qu'une opération tactique, mais aussi une déclaration d'intention. Elle a démontré la capacité de l'armée républicaine irlandaise et sa volonté de mener des actions directes contre les forces britanniques. Le succès de l'embuscade a galvanisé le sentiment nationaliste à travers toute l'Irlande et a créé un précédent pour les futures opérations de l'armée républicaine irlandaise. Cela a également marqué le début d'un cycle de violence et de représailles qui allait s'intensifier au cours des années suivantes, alors que les deux camps cherchaient à affirmer leur domination dans la lutte pour l'avenir de l'Irlande. Le conflit est devenu urgent dès le début de la résistance armée en 1919. Michael Collins, qui occupait le poste de directeur du renseignement de l'armée républicaine irlandaise, a élaboré une stratégie qui allait au-delà du simple combat. C'était une bataille psychologique et informationnelle. Comme il l'a ensuite expliqué, l'objectif était clair. Citation. « Maintenant, le moment était venu de porter notre attention sur la partie la plus importante de notre tâche, l'anéantissement du service secret anglais. Mon objectif final n'était pas simplement de l'anéantir par la force. Je voulais le remplacer par un service secret meilleur et irlandais. La manière d'y parvenir était évidente et elle se divisait naturellement en 2 parties principales. Rendre dangereux pour les Irlandais de trahir leurs compatriotes et rendre mortel pour les Anglais de les exploiter. » Fin de citation.
Collins établirait un réseau de renseignement clandestin opérant depuis un bureau à Dublin au 3 Crow Street, stratégiquement situé à portée de deux voies de la forteresse britannique, le château de Dublin. Des informateurs, des décrypteurs de code et des taupes au sein de la Royal Irish Constabulary et de l'administration civile fournissaient à l'armée républicaine irlandaise un flux constant de renseignements vitaux. Les squads, comme on les appelait, une petite unité d'agents, exécutaient des assassinats ciblés d'agents du renseignement britannique, provoquant une érosion significative de l'autorité de la couronne. Pendant ce temps, à travers la campagne, les unités de l'armée républicaine irlandaise s'organisaient en colonnes volantes mobiles, légèrement armées et très réactives aux renseignements recueillis. Ces colonnes planifiaient des embuscades contre les patrouilles du Royal Irish Constabulary et les convois militaires britanniques, frappant rapidement puis disparaissant avant que les renforts ne puissent arriver. Les tactiques de guérilla ont spectaculairement bouleversé l'équilibre des forces. L'efficacité et la connaissance du terrain l'emportaient en dessus sur le nombre des Britanniques. L'administration britannique, alarmée par la montée de la violence, a répondu par une force désespérée et drastique. Ils ont massivement recruté parmi les soldats démobilisés en créant des unités connues sous le nom de Black and Tans à cause de leurs uniformes dépareillés mêlant le vert foncé de la police et le kaki de l'armée. À leur côté, la division auxiliaire, force élitiste d'anciens officiers, était présente. Ces forces paramilitaires sont devenues tristement célèbres pour leurs représailles violentes, incendiant des maisons, pillant des commerces et imposant des couvre-feux brutaux. L'un des pires exemples fut le sac de Balbriggen en septembre 1920, où plus de 50 bâtiments furent détruits et plusieurs civils tués en représailles à une embuscade de l'armée républicaine irlandaise. Ces représailles étaient-elles conçues pour instiller la peur dans les communautés soupçonnées de soutenir l'armée républicaine irlandaise, mais souvent, elles produisaient l'effet inverse, mobilisant la colère des civils et la sympathie envers les républicains. La nature de la guerre de guérilla rendait les pertes civiles tragiquement courantes. L'armée républicaine irlandaise portait des vêtements civils, se fondant dans les villages et les villes. Cela rendait difficile pour les forces de la couronne de distinguer les combattants des non-combattants, et souvent les civils étaient guidés pris pour cible sur la base de soupçons plutôt que de certitudes. Le cycle des attaques et des représailles a atteint un crescendo violent à la fin de l'année 1920. Le matin du 21 novembre, les squads de Collins a mené des assassinats coordonnés contre un réseau d'officiers du renseignement britannique à Dublin. 15 hommes ont été tués dans leur maison ou leur logement, paralysant ce qu'on appelait le gang du Caire. L'armée républicaine irlandaise avait planifié ces attaques pour qu'elles coïncident avec un match de football gaélique entre Dublin et Tipperary, profitant de la foule nombreuse pour s'éclipser et disparaître. Cependant, en représailles aux assassinats du matin cet après-midi-là, les forces de la couronne ont fait irruption dans le Croke Park, où le match de football était en cours. Sans avertissement, ils ont ouvert le feu sur la foule, tuant 14 civils et en blessant des dizaines d'autres, y compris un joueur de football, Michel Hogan, dont le nom perdure aujourd'hui dans la tribune Hogan du stade. Le Bloody Sunday, comme ce jour fut appelé, a symbolisé la sauvagerie du conflit et les frontières de plus en plus floues entre les combattants et la population civile. Il ne s'agissait pas d'une attaque préméditée de la part de la Royal Irish Constabulary ou des auxiliaires qui y ont participé. L'attaque semblait avoir été menée comme une punition collective et une intimidation visant les civils en réponse aux assassinats du matin plutôt que de frapper directement les membres de l'armée républicaine irlandaise. En pratique, il s'agissait d'un acte de terreur visant à dissuader de nouvelles actions de l'armée républicaine irlandaise, bien qu'il ait tué et blessé sans distinction des civils non armés. Quelques jours plus tard, un autre affrontement a encore attisé les flammes. À la fin du mois de novembre, Tom Barry a mené une colonne volante de l'armée républicaine irlandaise dans une embuscade à Kilmichael, dans le comté de Cork. En infériorité numérique et mal équipés, ces hommes ont néanmoins infligé une défaite dévastatrice aux auxiliaires en tuant plus d'une douzaine. Cette victoire a été saluée comme la preuve que les forces britanniques n'étaient pas invincibles. Pourtant, les conséquences furent tout aussi sombres. Des rapports faisant état de prisonniers tués après leur reddition
et de représailles rapides des forces britanniques dans les environs ont fait en sorte que les souffrances des civils s'aggravent parallèlement au succès militaire. À la fin de 1920, le conflit avait brouillé les frontières entre combattants et civils. Les zones rurales comme urbaines étaient alors plongées dans un cycle d'embuscades, de représailles et de souffrances. Les civils étaient forcés de prendre position politiquement, quelles que soient leurs convictions, pris entre la résistance armée et les punitions collectives. La guerre était devenue non seulement une lutte pour le territoire, mais aussi pour l'âme de l'Irlande au quotidien. La férocité de la guerre de guérilla en 1920 avait laissé les deux camps épuisés et politiquement à bout. À la mi-1921, l'Irlande était devenue un champ de bataille, autant pour l'endurance et la légitimité que pour le territoire. Un sentiment d'impasse régnait. Ni les frappes rapides de l'armée républicaine irlandaise, ni les représailles brutales de la Grande-Bretagne n'avaient de produit de résultats décisifs. L'opinion publique en Grande-Bretagne devenait de plus en plus critique envers le conflit, ce qui contribuait à un élan croissant en faveur des négociations. Le 11 juillet 1921, une trêve entra en vigueur, marquant une pause provisoire. Les volontaires de l'armée républicaine irlandaise se mirent en grande partie en retrait et les forces britanniques restèrent cantonnées dans leurs casernes. Pourtant, beaucoup y voyaient un cessez-le-feu fragile et non une paix. Dans les mois qui suivirent, des négociations officielles entre les représentants irlandais et britanniques commencèrent. Après une longue diplomatie, le traité anglo-irlandais fut signé à Londres le 6 décembre 1921. Selon ces termes, l'Irlande deviendrait l'État libre d'Irlande, un dominion autonome au sein de l'Empire britannique, similaire au Canada ou à l'Australie. Bien que les troupes de la couronne se soient retirées de la majeure partie du pays, le traité exigeait un serment d'allégeance au monarque britannique en tant que chef de l'État. Il confirmait également le statut continu de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, tout en prévoyant la création d'une commission des frontières pour déterminer la frontière précise. Les termes du traité, bien qu'ils accordaient une autonomie, ne répondaient pas aux aspirations des républicains. Le statut de dominion et le serment étaient particulièrement controversés, suscitant un débat intense. Comme l'ont soutenu Émond de Valera, une figure politique irlandaise de premier plan, et ses alliés, ces dispositions trahissaient la République proclamée en 1916, la scission qui en a résulté au sein du mouvement nationaliste a approfondi les divisions idéologiques, posant les bases de futurs conflits. La trêve et le traité ont mis fin au conflit ouvert avec la Grande-Bretagne, mais ils ont laissé l'Irlande divisée. Ce qui, pour certains, représentait la naissance de la liberté, était pour d'autres une trahison de la République. Alors que la jubilation se mêlait à l'amertume, l'unité fragile qui avait soutenu la lutte commença à se fissurer, plaçant l'Irlande sur la voie d'un nouveau conflit encore plus amer. On ne se battait plus contre un empire, mais entre soi. Avec la ratification du traité en janvier 1922 par un vote serré de 64 contre 57 au Dáil Éireann, le Sinn Féin et l'armée républicaine irlandaise se sont divisés selon des lignes de faille idéologiques. Les partisans de Michael Collins et Arthur Griffith ont accepté le traité comme une étape pragmatique, un statut de dominion et la fin de la guerre ouverte avec la Grande-Bretagne. Tandis que les républicains intransigeants menés par Éamon de Valera et Liam Lynch y voyaient une trahison de la République d'Irlande proclamée lors de l'insurrection de Pâques. Cette fracture idéologique a déchiré le mouvement qui venait tout juste de remporter la guerre d'indépendance. Les tensions entre les deux factions ont rapidement et dangereusement escaladé. En avril 1922 environ, 200 membres de l'armée républicaine irlandaise anti-traité ont occupé les fourcourses à Dublin, le cœur symbolique du pouvoir judiciaire britannique, espérant provoquer une confrontation plus large qui pourrait renverser le régime issu du traité et rallumer une révolution républicaine à grande échelle. Leur occupation était calculée et est survenue pendant la phase précaire avant que le nouvel État libre ne puisse pleinement consolider son pouvoir. Dans l'intervalle, les deux camps ont manœuvré sur les plans politiques et militaires.
Un pacte électoral conclu en juin, négocié par Collins et de Valera, visait à retarder l'affrontement total en permettant aux candidats pro- et anti-traité du Sinn Féin de se présenter conjointement, les candidatures étant fondées sur la représentation existante au Dáil, sans mandat direct sur le traité lui-même. Mais une méfiance sous-jacente persistait. L'élection a confirmé la force des partisans du traité, mais n'a guère contribué à combler le fossé idéologique. Pendant ce temps, les affrontements armés se multipliaient à travers le pays. Les garnisons, casernes et avant-postes républicains sont devenus des points chauds. Les 4 cours représentaient un symbole particulièrement périlleux de la rupture imminente entre anciens camarades. Le gouvernement britannique a fait pression sur le gouvernement provisoire pour qu'il agisse, considérant l'occupation du bâtiment comme une violation du traité menaçant la stabilité. Au printemps 1922, l'Irlande se trouvait à la croisée des chemins. Une voie menait vers la stabilisation de l'État libre selon les termes du traité. L'autre menait vers une république fracturée, ancrée dans les principes de 1916, alors que les 2 camps affûtèrent leur position, non seulement par des mots, mais aussi par les armes et les hommes, le pays se préparait à l'effondrement de toute paix fragile et à la descente dans la guerre civile irlandaise. Aux premières heures du 28 juin 1922, Dublin s'est réveillé au tonnerre de l'artillerie. Le gouvernement provisoire, ayant épuisé toutes les voies politiques, lança une attaque à grande échelle contre les 4 cours, alors tenues par les forces de l'armée républicaine irlandaise anti-traité. Cette décision n'avait pas été prise à la légère. Pendant des semaines, Michael Collins avait résisté à la pression britannique pour agir, sachant qu'une attaque armée contre d'anciens camarades pouvait plonger l'Irlande dans une guerre civile. Mais l'occupation des Falkirk par les républicains radicaux et l'enlèvement du général pro-traité J.J. O'Connell avaient de forcer sa main. Avec des canons de campagne fournis par les Britanniques désormais à leur disposition, l'armée nationale a commencé à bombarder le bâtiment, brisant ses murs de granit et symboliquement l'unité du mouvement révolutionnaire irlandais. Les combats à Dublin ont duré près d'1 semaine. Au 30 juin, les Fourcourt étaient en ruine, leur garnison capturée et la ville était en grande partie aux mains de l'État libre. Pourtant, le coup n'était pas seulement matériel. L'explosion qui a détruit les archives publiques, effaçant des siècles d'histoire irlandaise en un instant, est devenue une métaphore tragique de l'anéantissement de la solidarité révolutionnaire. Dans les semaines qui ont suivi, l'État libre favorable au traité a consolidé son contrôle sur les principales villes et cités. Cork, Limerick et Waterford sont toutes tombées en succession rapide. L'armée nationale, mieux armée et de plus en plus bien entraînée, surpassait les forces anti-traité, fragmentées et organisées localement. Pourtant, la stabilité politique restait insaisissable. Le 12 août 1922, Arthur Griffith, président du gouvernement provisoire en Irlande, est mort subitement d'une hémorragie cérébrale. Puis, seulement 10 jours plus tard, Michael Collins a été tué dans une embuscade à Ballinablar dans le comté de Cork. Sa mort dans une vallée isolée lors de ce qui devait être une tournée de routine a stupéfié la nation. Après la perte de ces 2 dirigeants, l'État libre s'est davantage tourné vers l'autorité militaire. La guerre s'est alors transformée en un conflit de guérilla rurale, rappelant les tactiques d'assaut de la guerre d'indépendance, mais dépourvu de sa légitimité populaire. Les unités anti-traité menaient des embuscades, des assassinats et des actes de sabotage. Des voies ferrées étaient arrachées, des ponts détruits et des responsables de l'État libre pris pour cible. En réponse, le gouvernement a autorisé des exécutions sans procès. Le premier d'entre eux fut Erskine Childers, un ancien diplomate britannique devenu propagandiste républicain qui fut fusillé en novembre 1922 après qu'un tribunal militaire l'eût reconnu coupable de possession d'un petit pistolet. Ironiquement, il s'agissait d'un cadeau de Michael Collins lui-même. En décembre, 4 républicains de premier plan, Rory O'Connor, Liam Mellows, Richard Barrett et Joe McKelvey, furent exécutés à la prison de Mountjoy en représailles à l'assassinat du député pro-traité Sean Hales.
Cela marqua une nouvelle phase sombre de la guerre, où les représailles remplacèrent la justice et où la frontière entre le commandement militaire et politique devint floue. Comme l'a observé l'historien Tom Garvin, je cite, « La guerre civile irlandaise n'était pas simplement un affrontement militaire, c'était un exercice d'élimination politique. » Fin de citation, la violence dans l'Irlande rurale prit un caractère particulièrement sauvage. Dans le Kerry, les unités de l'armée nationale ont mené de brutales représailles contre les combattants anti-traités capturés. À Ballysidey, en mars 1923, 9 prisonniers furent attachés à une mine et furent explosés en représailles à une embuscade locale. Un seul homme, Stephen Fuller, a survécu. Plus tard, Fuller témoignera, je cite, « Ils ont été assassinés tout simplement. » Fin de citation. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la guerre civile, il a répondu, je cite, « C'est la partie difficile de tout ça. Des Irlandais qui se battent contre d'autres Irlandais et même des frères contre leurs propres frères. » Fin de citation. La guerre civile s'est achevée au printemps 1923 quand la direction de les armées républicaines irlandaises anti-traité a admis que poursuivre la résistance était inutile. Le tournant est survenu avec la mort de Liam Lynch, le chef d'état-major de l'armée républicaine irlandaise, le 10 avril 1923 lors d'une escarmouche dans les montagnes de Connaught-Milldown dans le comté de Tipperary. Sa disparition a brisé le moral des forces anti-traitées, marquant le début de la fin. 10 jours plus tard, Frank Aiken a pris le commandement. Lors d'une réunion cruciale de l'état-major de l'armée républicaine irlandaise dans le comté de Tipperary, le 30 avril, Frank Aiken a déclaré la fin des opérations offensives, appelant plutôt à un cessez-le-feu. Bien que les combats se soient poursuivis dans certaines régions isolées, l'arrêt officiel des hostilités avait commencé. Moins d'un mois plus tard, le 24 mai 1923, Frank Aiken publia ce qui allait devenir connu sous le nom d'ordre de dépôt des armes, exhortant les volontaires de l'armée républicaine irlandaise à déposer leurs armes et à rentrer chez eux. Cela marque la fin pratique de la guerre civile, non pas par une victoire, mais par une paix à contre-cœur. Pourtant, le silence qui suivit était empreint d'inquiétude. L'État libre est sorti physiquement victorieux et politiquement dominant. Son autorité n'était désormais plus contestée à travers le pays. Pourtant, les blessures du conflit étaient profondes. Près de 10 mois de guérilla avaient laissé de profondes cicatrices dans les communautés, divisions familiales, souffrances des civils et traumatisme des exécutions sommaires, le tout sur fond d'une confiance brisée. Bien que l'ordre soit revenu, la réconciliation restait insaisissable. Le nouvel État avançait avec l'empreinte du fratricide gravée dans ses fondations. Le sentiment de victoire portait un poids de chagrin, et le silence s'installait non pas comme une paix, mais comme le bref et fragile intermède avant que la construction de la nation ne puisse commencer. La guerre civile irlandaise a laissé un impact profond et durable sur la nation, façonnant son paysage politique et ses divisions sociales pour des générations. Le conflit, né de divergences sur le traité anglo-irlandais, n'a pas seulement déterminé le cours de l'indépendance de l'Irlande, mais a aussi ancré des divisions qui influenceraient sa trajectoire future. À la suite de la guerre, les factions pro-traité et anti-traité se sont consolidées en 2 partis politiques dominants. Le camp pro-traité, dirigé par des personnalités telles que Michael Collins et Arthur Griffith, est devenu Cumann na nGaedheal, qui deviendra plus tard Fine Gael. Ce parti s'est positionné comme le défenseur du traité et du nouvel État libre d'Irlande, mettant l'accent sur la gouvernance constitutionnelle et la stabilité. D'autre part, la faction anti-traité, dirigée par Eamon de Valera, a fondé Fianna Fáil en 1926. Adoptant initialement une politique d'abstentionnisme, Fianna Fáil a finalement fait son entrée au Dáil Éireann, marquant un tournant important dans la politique irlandaise. La rivalité entre Fine Gael et Fianna Fáil, enracinée dans leurs origines issues de la guerre civile, a défini le discours politique irlandais pendant une grande partie du XXe siècle et continue d'influencer le paysage politique aujourd'hui.
La partition de l'Irlande, conséquence directe de la guerre civile, a établi l'Irlande du Nord comme une entité distincte sous domination britannique. Cette division a ancré des lignes politiques et sectaires, avec une Irlande du Nord à majorité protestante s'alignant sur le Royaume-Uni, tandis que l'État libre à majorité catholique poursuivait la souveraineté. La partition n'a pas seulement divisé l'île géographiquement, elle a aussi semé les graines de la discorde qui allait se manifester dans de futurs conflits. L'héritage de la partition s'est manifesté de façon la plus évidente pendant les troubles, un conflit ethno-nationaliste violent en Irlande du Nord qui a duré de la fin des années 1960 à 1998 et qui s'est étendu à des régions de la République d'Irlande, de l'Angleterre et de certaines parties de l'Europe. La division a créé un terrain fertile pour les tensions sectaires, entraînant une violence généralisée et un approfondissement de la méfiance entre les communautés. La lutte de l'Irlande pour l'indépendance, qui a culminé avec la guerre civile, en a fait un exemple précoce de rupture coloniale au milieu du XXe siècle, menant finalement à la sortie totale de la République du Commonwealth britannique en 1949, étant le seul pays à l'avoir fait sans y revenir par la suite. Le parcours de la nation, d'une colonie britannique à une république indépendante, a reflété les mouvements de décolonisation plus larges qui se produisaient à l'échelle mondiale. Cependant, le parcours de l'Irlande a été marqué de façon unique par des conflits internes, mettant en lumière la complexité d'obtenir l'indépendance au milieu de divisions idéologiques. La guerre civile irlandaise a été un chapitre déterminant dans l'histoire de la nation, façonnant ses institutions politiques, ses structures sociales et ses relations internationales. Bien qu'elle ait conduit à la création d'un État libre irlandais indépendant, le coût a été immense. Les divisions et les conflits nés de la guerre civile et de la partition de l'Irlande ont laissé des héritages durables qui ont influencé le cours de l'histoire irlandaise tout au long du XXe siècle et au-delà. Les échos de cette période turbulente continuent de résonner aujourd'hui, nous rappelant la complexité et les défis inhérents à la quête de l'identité nationale, de l'unité et de la liberté.